Bienvenue à Nuit criminelle, où chaque chuchotement cache un secret. Ce soir, dans les murmures derrière les vitraux d'Halloween, un village tranquille frissonne sous les lumières colorées et la culpabilité vacille derrière les vitraux. Servez-vous une boisson chaude et laissez le mystère commencer. La lumière de l'après-midi était douce et dorée sur St. Mary Mead, le genre de lueur d'octobre qui rendait même les pierres tombales du presbytère bienveillantes. Dans la rue principale, un léger parfum de cannelle s'échappait de la boulangerie de Madame Hodge, et devant l'église, deux garçons fixaient un squelette en papier sur le panneau d'affichage qui annonçait le bazar de charité de la veille de la Toussaint, ce soir à 18 heures. C'était le genre de rituel que le village appréciait, mi-sacré, mi-social. Les mêmes pots de confiture, les mêmes commérages, la même illusion réconfortante que rien ne changeait jamais vraiment. Mais cet après-midi-là, alors que le dernier rayon de soleil frappait le vitrail au-dessus de la porte de l'église, une soudaine obscurité envahit le roman, comme un rideau qui s'agite avant une confession. Madame Price Ridley, qui répétait son rôle dans la procession aux lanternes, s'arrêta. « Avez-vous senti ce courant d'air, révérend ?» demanda-t-elle en serrant son livre de cantiques. « Comme si quelqu'un avait marché sur ma tombe. » Le révérend Léonard Clement sourit, mais son regard resta impassible. Peut-être simplement les esprits de la Toussaint qui nous rappellent nos bonnes intentions. À ces mots, mademoiselle Marple, assise tranquillement au troisième banc, avec un panier de coquelicots tricotés, leva les yeux. Son regard pâle se posa sur la fenêtre où le vitrail coloré scintillait étrangement. Pendant un bref instant, le rouge de la robe du martyr sembla plus sombre que d'habitude, presque de la couleur du sang frais. Elle ne dit rien. À St. Mary Mead, il n'était jamais nécessaire de parler beaucoup, tout se savait assez vite. À 5 heures, le village s'était transformé en un théâtre de ferveur domestique. Madame Hartnell dirigeait la mise en place des lanternes en citrouille comme si elle menait une campagne militaire, tandis que le colonel Bantry supervisait le câblage des guirlandes lumineuses avec la patience austère d'un soldat. Près de la table de tombola, mademoiselle Wetherby murmura qu'elle avait vu un étranger près de la porte de l'église, un homme grand, vêtu d'un manteau gris qui ne semblait pas être du coin. « Probablement un cousin du vicaire », dit Madame Price Ridley, bien que sa voix tremblait d'espoir que ce soit quelque chose de plus scandaleux. Ils invitent toujours des gens du milieu littéraire à ces bazars. Mademoiselle Marple se contenta de sourire et d'ajuster la dentelle de sa manche. D'après son expérience, les étrangers en manteau gris venaient rarement dans les villages pour des raisons littéraires. À la tombée de la nuit, les cloches de l'église sonnèrent 6 coups et le bazar commença dans la confusion habituelle des rires, des boîtes à monnaie et des efforts moraux. Des bougies vacillaient à côté des pots de chutney, l'air sentait le caramel et la laine humide. Les enfants couraient entre les étals, portant des masques en carton, leur rire résonnant dans la nef. L'organiste, M. Petrick, tenta un joyeux medley, mais son instrument se contenta de grogner un fa grave. Près de la porte, mademoiselle Marple salua les paroissiens avec sa sérénité habituelle. « Quelle bénédiction !» murmura-t-elle, « de voir l'église si pleine. Cela rappelle toujours les mariages ou les funérailles. » Une petite toux derrière elle attira son attention. Le révérend Clément parlait au même homme grand vêtu d'un manteau gris. De près, son visage était pâle, son expression polie mais distante, comme s'il écoutait un son que personne d'autre ne pouvait entendre. Mademoiselle Marple remarqua que les mains de l'homme étaient élégantes, précises, mais étrangement agitées. Il tenait un petit paquet enveloppé dans du papier brun. Leur voix se faisait faiblement entendre dans l'agitation. « Je crains que vous ne soyez en retard pour la répétition de la chorale. » dit le vicaire. « Je ne suis pas ici pour la musique, » répondit calmement l'inconnu. « On m'a dit que je trouverais ici une certaine mademoiselle Temple. » L'assistante de l'organiste.
Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent au fond de l'église où la jeune Elsie Temple empilait des livres de cantiques. Une jeune fille timide qui aimait la poésie et avait de mauvais goût en matière d'hommes. L'homme en gris inclina légèrement la tête, puis se dirigea vers elle. Elsie leva les yeux, surprise de voir ses joues perdre toute couleur. Pendant une seconde, elle sembla prête à s'enfuir, puis elle esquissa un sourire crispé. « Bonsoir », parvint-elle à dire. « Je ne m'attendais pas à vous voir. »« Moi non plus », dit-il en lui tendant le paquet. Un petit souvenir. Miss Marple, qui n'avait pas particulièrement besoin d'entendre la suite, se tourna vers la table de tombola. Elle avait appris depuis longtemps que les gens se livraient davantage lorsqu'ils pensaient ne pas être observés. Du coin de l'œil, elle vit les mains tremblantes d'Elsie, le paquet qui s'ouvrait et quelque chose qui brillait faiblement à la lumière de la lanterne. Quelques instants plus tard, un bruit si léger que seuls ceux qui se trouvaient près du cœur remarquèrent un craquement fragile, comme du verre fin sous pression. L'organiste s'arrêta en plein milieu d'une note. Un silence s'installa. Ce fut mademoiselle Hartnell qui cria la première. « La fenêtre !» Toutes les têtes se tournèrent. Le vitrail central, représentant un ange tenant un lys, s'était fracturé en deux, une veine sombre se propageant à travers le halo coloré. Le révérend Clément se précipita, la main levée en signe de consternation. Ce devait être la chaleur des bougies. C'était sûrement tout. Mais le regard de mademoiselle Marple se posa sur le sol sous la fenêtre, où quelques éclats pointus étaient tombés sur les dalles. Parmi eux se trouvait une tache plus sombre, de forme étrange, qui s'étendait lentement entre les fissures de la pierre. Elle s'appuya sur son ombrelle et dit doucement « Les bougies saignent rarement, révérend. » Le vicaire la regarda, perplexe. Quelqu'un alla chercher une torche. Le faisceau lumineux éclaira l'ourlet d'un manteau gris qui disparaissait par la porte de la sacristie, puis le cri d'une jeune femme déchira l'église comme le vent à travers les tuyaux d'un orgue. La musique, les bavardages, les rires, tout se figea dans le silence. Mademoiselle Marple ne bougea pas. Son expression était celle d'une reconnaissance douce, presque triste, comme si la soirée parfaite du village venait seulement de se souvenir à quel genre de monde elle appartenait réellement. Le cri semblait encore flotter dans l'air tandis que les villageois s'avançaient, leurs visages pâles dans la lumière vacillante des bougies. Madame Price Ridley serra son collier de perles, comme si le décorum, lui-même, pouvait éloigner le mal. Le révérend Clément se pencha vers la source du bruit, le visage marqué par le terrible devoir d'un homme de paix confronté à la violence. Mademoiselle Marple suivit sans se presser. Elle se fraya un chemin à travers la foule, comme un murmure pourrait traverser un champ de blé, doucement, invisiblement, mais avec détermination. Ses yeux, brillants comme la rosée hivernale, ne manquaient rien. L'odeur âcre de la graisse de bougie, la trace de terre humide sur le sol, le faible écho de pas précipités dans le couloir de la sacristie. Près des stalles du chœur, Elsie Temple s'était effondrée contre le mur. Ses mains étaient maculées d'une substance sombre. Dans la lumière vacillante, cela aurait pu être de la cire fondue, mais mademoiselle Marple savait que ce n'était pas le cas. Le révérend s'agenouilla à côté d'elle, murmurant des paroles rassurantes qui semblaient ne trop répéter pour réconforter qui que ce soit. « Ce n'est pas à moi », murmura Elsie d'une voix faible. Il a laissé tomber quelque chose. Puis la fenêtre. Ses mots s'interrompirent lorsque son regard se fixa sur les éclats de verre éparpillés devant elle. Un seul morceau, courbé comme une larme, captait la lumière et brillait d'un éclat rouge. Elle frissonna violemment et enfouit son visage dans sa manche. « Allez chercher l'inspecteur Slack », dit le vicaire d'une voix rauque, mais son ordre tomba dans le vide. Personne ne bougea. L'idée de faire appel à l'autorité semblait presque indécente, comme inviter les commérages dans une prière.
Mademoiselle Marple se pencha et ramassa un morceau de verre avec son mouchoir. « Comme c'est curieux !» murmura-t-elle en examinant la tache qui s'y trouvait. « Elle est à l'intérieur, pas à l'extérieur. La rupture a donc dû commencer à l'intérieur de l'église, et non à cause de l'air froid, extérieur. » Le colonel Bantry, transpirant sous son col, s'éclaircit la gorge. « Probablement les vibrations, mademoiselle Marple. Les tuyaux d'orgue, vous savez. Ils peuvent faire trembler les murs. »« Oui, » dit-elle doucement. Mais ils choisissent rarement le moment où quelqu'un crie. Lorsque l'inspecteur Slack arriva, ses pneus crissant sur le gravier de l'allée, l'église était plongée dans un silence inquiétant, comme après une cérémonie interrompue. Les villageois étaient blottis dans les bancs, leur bavardage remplacé par le bruissement sec des chuchotements. Slack, au visage rougeau et aussi direct qu'une brique, observa la scène avec une irritation à peine voilée. « Bon, dit-il, personne ne bouge. Qui a crié ?» Elsie, encore tremblante, fut guidée vers l'avant. Le regard de l'inspecteur s'adoucit légèrement. « Bon, mademoiselle, que s'est-il passé ?» Elle déglutit. « Je parlais à l'homme qui venait d'entrer. Il m'a dit qu'il m'apportait quelque chose que j'avais laissé à Londres. J'ai trouvé cela étrange, car je n'avais pas... » Elle porta la main à sa bouche. Il a ouvert le paquet, et il y avait... « Ah, je ne peux pas. » Mademoiselle Marple intervint doucement. « Peut-être plus tard, ma chère. Ne faisons pas un spectacle de notre choc. » Slack lui jeta un regard en coin. « Bonsoir, mademoiselle Marple. Vous semblez avoir le don d'être près des événements quand ils se produisent. »« Peut-être, » dit-elle avec un léger sourire. « Mais dans un village, tout se passe près de quelqu'un. » Il grogna et se tourna vers le vicaire. « Le nom du type ? » ?»« Je ne l'ai pas retenu, » répondit le révérend Clément. « Il a dit qu'il cherchait mademoiselle Temple, c'est tout. Sa description ? Grand, manteau gris, poli, un peu pâle. Étranger ? » Le vicaire hésita. Pas exactement, instruit certainement. Mais il y avait, comment dire, une sorte de tension chez lui. Slack griffonna dans son carnet. La tension ne brise pas le verre. Très bien. Où est ce paquet ? Mademoiselle Marple fit un geste vers la table d'appoint, près des livres de cantiques. Le papier brun était déchiré, révélant un étui en velours de la taille d'un livre de prière. Slack l'ouvrit et jura doucement. À l'intérieur, niché contre le satin, se trouvait un petit poignard avec un manche en os sculpté. Sa lame brillait faiblement à la lumière de la lanterne. « Eh bien, c'est un cadeau bien rangé, » marmonna-t-il. « Et où est le monsieur qui l'a apporté ?» Personne ne répondit. La porte de la sacristie était entr'ouverte, laissant passer un courant d'air comme le fantôme du froid précédent. Dehors, une fine bruine avait commencé à tomber sur les vitraux, chaque goutte traçant une nouvelle fracture sur le visage de l'ange. Slack se tourna vers son agent. « Fouillez le cimetière, il ne peut pas être loin. » Alors que les hommes s'éloignaient, mademoiselle Marple resta près de la fenêtre brisée, l'air pensif. Pour un œil non averti, elle pouvait sembler simplement abasourdie par la tragédie. Mais son esprit était occupé à analyser des schémas, à retracer des habitudes et des tromperies. Les apparences, pensait-elle, étaient un réconfort que la plupart des gens ne pouvaient se permettre longtemps. Derrière elle, Madame Price Ridley chuchotait à l'oreille de Madame Hartnell. « Croyez-moi, c'est le passé de cette fille qui la rattrape. Londres ne vous envoie jamais rien de bon. » Mademoiselle Marple se tourna légèrement. « Oh, mais si, Madame Price Ridley, » dit-elle doucement, « elle vous envoie des leçons, si vous êtes prêt à les apprendre. » Slack revint, secouant l'appui de sa casquette. Aucun signe de lui. Le gardien jure que personne n'est passé. Le révérend se signa distraitement. Alors, inspecteur, où a-t-il bien pu aller ? Slack leva les yeux vers l'ange brisé, puis baissa les yeux vers l'étui en velours. C'est ce que je compte découvrir.
Le regard de mademoiselle Marple se posa à nouveau sur la fenêtre, où le verre rouge brillait encore comme une blessure qui refusait de se refermer. Elle ne dit rien à voix haute, mais une pensée se forma dans son esprit, silencieuse et troublante. Celui qui avait brisé le verre n'avait pas quitté l'église. Le faisceau de la lampe torche de l'inspecteur Slack balaya une fois de plus le cœur, sa lumière blanche et crue se reflétant sur les chandeliers en laiton et les éclats brisés qui scintillaient comme des larmes gelées. Mademoiselle Marple resta immobile, ses petites mains gantées soigneusement posées sur son sac à main. Le faible bourdonnement de la note mourante de l'orgue persistait dans l'air, fantôme d'ordre au milieu d'une confusion envahissante. Slack baissa sa lampe torche. « Personne ne peut disparaître dans les airs, mademoiselle Marple. Vous ne suggérez pas que notre monsieur aux cheveux gris a poussé des ailes et rejoint les anges, là-haut. »« Oh, pas des ailes, inspecteur, » répondit-elle doucement. « Mais les gens disparaissent souvent de manière plus simple, en sachant précisément quand les autres choisissent de ne pas regarder. » Slack marmonna quelque chose d'inaudible et fit signe à son agent de police de vérifier à nouveau la sacristie. Le révérend Clément se tenait près de l'autel, le visage partagé entre l'embarras et l'inquiétude. « C'est terrible, tout simplement terrible, » murmura-t-il. « Pauvre mademoiselle Temple, elle est si douce. Il doit y avoir une explication qui n'implique pas de mélodrame. » Les yeux de mademoiselle Marple suivirent Elsie Temple, désormais assise sur un banc, les doigts serrant un mouchoir humide. Le visage de la jeune fille était d'une pâleur fantomatique, mais sous la peur, il y avait une lueur d'autre chose, du soulagement peut-être, ou de la culpabilité déguisée en innocence. Mademoiselle Marple avait déjà vu cela chez des nièces en larmes et des filles de paroissiens anxieuses qui pleuraient non pas pour ce qu'elles avaient perdu, mais pour le secret que cela risquait de révéler. Slack s'éclaircit la gorge. « Nous aurons besoin des déclarations de tout le monde. Commençons par mademoiselle Temple. » Il s'agenouilla légèrement, adoptant un ton qu'il croyait doux. « Maintenant, mademoiselle, à propos de cet homme, vous le connaissiez, n'est-ce pas ?» Elsie hésita. « Il s'appelle Harold Finch. Nous nous sommes rencontrés à Londres. Il jouait du violon dans un petit orchestre. Ce n'était pas sérieux. Je pensais ne plus jamais le revoir. »« Jusqu'à ce soir, » dit Slack. « Que voulait-il » Elle secoua la tête. « Il m'a envoyé des lettres après mon retour, mais je n'ai jamais répondu. Il disait qu'il s'était converti à la religion, qu'il voulait être pardonné. Je pensais que c'était absurde. » Sa voix se brisa. Quand il m'a donné le paquet, j'ai vu le poignard, puis il a souri. Ce n'était pas un sourire aimable, inspecteur. C'était le sourire de quelqu'un qui se souvient d'une mauvaise action. Slack échangea un regard avec mademoiselle Marple. « Vous pensez qu'il voulait vous faire peur ?»« Je ne sais pas. Il a dit « Maintenant, tu vas voir la vérité, Elsie. » Puis il y a eu un bruit. Le verre s'est brisé et il s'est enfui. L'inspecteur se redressa. « Nous devons trouver cet Harold Finch. » « En effet, » dit mademoiselle Marple d'un ton pensif. « Mais nous pourrions aussi nous demander pourquoi il pensait que mademoiselle Temple devait voir la vérité sur quoi, exactement. » Slack fronça les sourcils. « Vous avez une idée ?»« Pas encore, » dit-elle sereinement. « Seulement que la vérité, comme un vitrail, a tendance à se fracturer dans des directions intéressantes. » Madame Price Ridley, qui se tenait à proximité, visiblement bouleversée, saisit l'occasion. « Eh bien, je n'en reviens pas. Vous ne pouvez pas me dire que ce genre de choses n'est pas le résultat d'une moralité relâchée et des habitudes londoniennes. Ce pauvre homme a probablement été poussé au désespoir par une promesse non tenue. C'est possible, murmura mademoiselle Marple, ou par une promesse tenue trop fidèlement. » Le révérend toussauta poliment. « Peut-être, Madame Price Ridley, pourrions-nous réserver notre jugement jusqu'à ce que nous en sachions davantage. Mais les faits étaient rares
et les soupçons abondants. L'étui en velours, le poignard, le rebord de fenêtre fissuré semblaient suggérer un acte délibéré plutôt qu'un hasard. Le colonel Bantry, s'échauffant dans son rôle de témoin, ajouta « L'homme observait la fenêtre avant qu'elle ne se brise. » J'ai remarqué que ses yeux étaient fixés sur l'ange, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose se passe. Slack nota cela. Je m'attendais à quelque chose, hein? Quel genre d'homme regarde fixement une fenêtre tout en tenant un couteau? Le genre, répondit mademoiselle Marple, qui croit que les symboles sont plus forts que les actions, ou qui souhaite que les autres le croient. Elle se tourna vers l'ange brisé, dont le visage était désormais un puzzle de couleurs fracturées. Pour la plupart, c'était une ruine, mais pour mademoiselle Marple, c'était un message. Un seul éclat de verre vert était tombé loin des autres, trop loin. Cela suggérait une pression venant de l'intérieur, un coup délibéré donné au moment où la panique régnait. Son regard s'attarda sur la tribune du chœur, où les ombres s'épaississaient parmi les poutres. « Inspecteur, dit-elle doucement, quelqu'un a-t-il regardé en haut ?» Slack suivit son regard et serra les mâchoires. « Agent, là-haut !» L'agent grimpa, ses bottes résonnant sur les marches en bois. Un instant plus tard, sa voix retentit. « Rien, monsieur, sauf... Attendez. » Une pause. Cette porte donne sur le clocher. Ils écoutèrent tous. Le vent sifflait faiblement dans la tour. Un son creux, comme un souffle derrière une vitre. Slack marmonna un juron. « Nous allons le chercher. S'il se cache. » Mais l'attention de mademoiselle Marple s'était à nouveau déplacée. Elsie Temple regardait elle aussi la tour, le visage tendu par la peur. Lorsqu'elle se rendit compte que mademoiselle Marple l'observait, elle détourna rapidement le regard. C'est à ce moment-là, pensa mademoiselle Marple, que l'on voyait le plus clairement la culpabilité, non pas dans le déni, mais dans l'évitement. Les recherches ne donnèrent rien. Pas de Harold Finch, pas d'empreinte sur le chemin noirci par la pluie, pas de trace hormis un gant gris trouvé sur les marches de la sacristie. Slack le mit dans sa poche d'un air sombre. « Gaucher, dit-il. S'il est malin, il est déjà loin à présent. » Alors que les villageois se dispersaient sous les ordres de l'inspecteur, murmurant entre eux comme des colombes après le tonnerre, mademoiselle Marple resta à la fenêtre, la pointe de son ombrelle traçant des cercles vains dans la poussière. Le révérend s'approcha d'elle, la voix basse. « Pensez-vous vraiment, mademoiselle Marple, que cet homme a brisé cette vitre intentionnellement ?» Elle considéra l'ange brisé. « Je pense, révérend, que les gens cassent ce qui les reflète le plus. Et les anges, aussi symboliques soient-ils, ont tendance à montrer notre conscience sous un jour trop éclatant. » Dehors, la bruine s'était transformée en pluie. Elle striait les vitres restantes, donnant l'impression que les visages peints à l'intérieur pleuraient. Mademoiselle Marple resserra son châle et se dirigea vers la porte. Derrière elle, la lumière vacilla une fois, capturée dans le verre brisé, puis s'éteignit complètement, laissant le visage brisé de l'ange s'estomper dans l'ombre. La nuit s'abattait sur St. Mary Mead, tandis que les derniers villageois s'éloignaient du cimetière, leurs parapluies pliant sous le vent. Seules les lampes au-dessus du porche du cimetière restaient allumées, formant de pâles halos dans la brume. Mademoiselle Marple resta un instant sous les lampes, son châle bien serré autour d'elle, le visage levé vers la pluie, comme si elle l'écoutait plutôt que de la sentir. Puis elle remonta le chemin vers le presbytère. À l'intérieur, le salon était éclairé par la lumière des lampes et le faible crépitement du feu. Griselda Clément, la jeune et fougueuse épouse du vicaire, versait le thé avec l'énergie vive qui suit souvent la peur. « Je vous le dis, Léonard, le village ne s'en remettra jamais, » dit-elle en tendant une tasse à son mari. « Un poignard dans une église, et cette pauvre fille, ce que les gens vont dire. Ils diront ce qu'ils disent toujours,
répondit Miss Marple en s'installant délicatement dans un fauteuil. Seulement cette fois, ils le diront avec un peu plus de plaisir, car c'est une jeune fille jolie qui a des ennuis. Griselda eut l'air réprimandé, mais ne se tut pas pour autant. Vous ne pensez pas vraiment qu'elle soit responsable. La responsabilité est une chose compliquée, dit Miss Marple. Les gens agissent rarement avec un seul motif. Il y a toujours des motifs plus petits qui se nichent à l'intérieur de ceux qu'ils ne nomment pas. Le révérend Clément soupira et se frotta les tempes. Je ne peux me résoudre à l'idée que quelqu'un puisse commettre un acte de violence dans la maison de Dieu. « Oh, Léonard, dit sa femme, tu donnes l'impression que les murs eux-mêmes auraient dû l'empêcher. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Si les murs pouvaient empêcher la méchanceté, ma chère, il n'y aurait guère besoin de confession. » Le vicaire avait l'air troublé. « L'inspecteur Slack reviendra demain matin. Il a dit qu'il ferait venir des hommes de Melchester. Il semble convaincu qu'Harold Finch s'est échappé du village. » Griselda se servit une autre tasse. « Il s'est échappé, mais il n'a pas disparu par magie. Quelqu'un a dû l'aider. J'ai vu Madame Hartnell chuchoter à l'oreille d'Elsie après le départ de tout le monde. Elle avait l'air vraiment bouleversée. Vous ne pensez pas que... » Madame Hartnell, dit doucement mademoiselle Marple, est bouleversée par tout ce qui lui promet un secret à garder. Une bûche bougea dans la cheminée, projetant une brève pluie d'étincelles. Le vicaire se leva pour tirer les rideaux. Dehors, l'église se dressait dans le brouillard, ses vitraux sombres à l'exception d'une faible lueur provenant de la vitre brisée où une bougie continuait de vaciller, défiant la pluie. Griselda frissonna. « J'aimerais qu'il l'éteigne. C'est horrible, comme un œil à demi ouvert. » Le regard de mademoiselle Marple s'attarda là. Oui, à demi ouvert et à demi aveugle, comme c'est approprié. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant le rythme régulier de la pluie. Le silence fut rompu par un coup frappé à la porte, hésitant, presque embarrassé. Le vicaire se dirigea vers la porte et revint un instant plus tard avec Elsie Temple. Son manteau était humide, ses yeux écarquillés de fatigue. « Je ne savais pas où aller, » dit-elle faiblement. « Maman est hors d'elle, et il y a des gens devant la maison. J'ai pensé que le révérend Clément pourrait peut-être prier avec moi. »« Bien sûr, ma chère, » répondit gentiment le vicaire, bien que son regard vers mademoiselle Marple trahît son incertitude. Mademoiselle Marple sourit d'un air rassurant. « Asseyez-vous, mon enfant. Vous semblez transi jusqu'à l'âme. » Elsie obéit, serrant les mains l'une contre l'autre. « Je n'arrête pas de voir son visage, » murmura-t-elle. Ce regard, quand la fenêtre s'est brisée, n'était pas surprenant. Il était satisfait. Le vicaire fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'il s'y attendait ?»« Oui, » dit-elle. « Et je n'arrête pas de me demander s'il voulait que je le voie, que tout le monde le voie. » Griselda se pencha en avant. Mais pourquoi, Elsie? Que pouvait prouver le bris d'une fenêtre? Les lèvres d'Elsie tremblaient. Il a dit un jour que les églises étaient pleines de mensonges, que les plus beaux mensonges étaient ceux faits de verre coloré. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit, mais son ton resta calme. C'est une philosophie plutôt dangereuse pour un homme armé d'un couteau. Elsie se couvrit le visage. Il n'a pas toujours été comme ça. Quand je l'ai rencontré, il était charmant. Il parlait de musique, de gentillesse et enfin de solitude. Il disait que je lui avais redonné la foi. La foi, murmura mademoiselle Marple, est un mot que les gens utilisent souvent lorsqu'ils veulent obtenir le pardon à l'avance. La jeune fille leva brusquement les yeux. « Vous pensez qu'il avait tout prévu ?»« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « qu'il avait prévu quelque chose. Mais je ne peux pas encore dire si c'est ce qui s'est passé. » L'horloge sur la cheminée sonna 9 heures. Dehors, la bougie dans l'église finit par s'éteindre, laissant la fenêtre dans l'obscurité. Le regard d'Elsie se posa sur le son, et pendant un instant, elle sembla soulagée. « C'est peut-être fini maintenant.
murmura-t-elle. Mademoiselle Marple la regarda avec douceur. Peut-être. Mais les choses se terminent rarement quand elles semblent se terminer. Elles changent simplement de forme. Après que la jeune fille fut partie, raccompagnée chez elle par le jardinier du vicaire, Griselda se tourna vers Mademoiselle Marple avec un étonnement tranquille. « Vous ne pensez pas qu'Harold Finch est toujours ici, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple se leva et ajusta son châle. « Oh, je pense qu'il est quelque part, Madame Clement, mais je ne saurais dire si c'est dans son corps ou dans la conscience d'un autre. » Alors qu'elle s'avançait dans le couloir, elle s'arrêta. Une légère trace de boue marquait le sol près du porte-parapluie. Une fine terre sombre, du genre de celle que l'on trouve non pas sur la route principale, mais près du chemin qui longe la rivière derrière l'église. L'expression de Mademoiselle Marple ne changea pas, mais son regard s'attarda pensivement sur cette trace. Elle se tourna vers le vicaire. « Vous fermez les portes de la sacristie à clé la nuit, j'espère. »« Toujours, » répondit-il. « Oui, » dit-elle doucement, « et pourtant, certaines portes ne peuvent être fermées à clé. » Quand elle quitta le presbytère, la pluie avait cessé. L'air sentait les feuilles mouillées et le fer. De quelque part dans le cimetière venait le grincement du portail dans le vent, un petit bruit fatigué, comme quelque chose qui respirait et qui ne devrait pas être vivant. Le porche grinça à nouveau lorsque Mademoiselle Marple passa dessous. Le son était faible et plaintif dans l'air humide. Elle s'arrêta un instant au bord du cimetière, son parapluie fermé à ses côtés. Le clair de lune filtrait à travers la brume qui s'éclaircissait, rendant les pierres tombales pâles comme du parchemin. Quelque part, au-delà du mur, l'eau murmurait le long du chemin de la rivière. Cette route secrète que seuls les enfants et les amoureux empruntaient après la tombée de la nuit. Un mouvement fugace attira son attention près de la lanterne du transept est, oscillant faiblement. Elle l'observa pendant plusieurs secondes, avant de reconnaître la silhouette trapue de l'inspecteur Slack. Il était accompagné d'un agent et du colonel Bantry, dont la curiosité n'avait jamais appris la discrétion. « Bonsoir, mademoiselle Marple, » dit Slack lorsqu'elle s'approcha. « Vous n'arriviez pas à dormir non plus, hein ?»« Dormir ?» répondit-elle doucement. « Le sommeil vient rarement quand on a des soucis en tête. » Slack grogna. « Eh bien, il y a quelque chose qui cloche ici, c'est certain. L'agent a trouvé ça près de la porte de la sacristie. » Il souleva un petit objet avec son mouchoir. C'était une vieille clé en laiton, tachée de corrosion verte. Elle ne correspond à aucune serrure de l'église. Le révérend jure que ce n'est pas la sienne. Mademoiselle Marple l'examina attentivement. Curieux. Une clé qui n'ouvre rien et qui pourtant a été laissée là où quelqu'un voulait qu'on la trouve. C'est presque aussi intéressant qu'une clé qui ouvre vraiment. Le colonel Bantry rit nerveusement. Je dirais qu'elle appartenait à ce Finch. Les musiciens ont toujours dans leur poche des objets hétéroclites qui leur donnent un air romantique. Slack l'ignora. Nous verrons ce que les experts en empreintes digitales en pensent. « Qu'est-ce qui vous amène ici, mademoiselle Marple ?» Elle sourit faiblement. « Ah, j'ai pensé que l'ange méritait un dernier regard au clair de lune. » Ils entrèrent ensemble dans l'église, la lanterne projetant de longues ombres tremblantes sur les bancs. La fenêtre brisée brillait faiblement comme une blessure qui refusait de guérir. Slack dirigea le faisceau vers le haut. Il y a eu du mouvement, ces éclats de verre que nous avons laissés dans les coins. Quelqu'un les a touchés. Mademoiselle Marple se pencha pour mieux voir. Quelques fragments manquaient, d'autres avaient été disposés en un petit demi-cercle sur le rebord de pierre sous la fenêtre. « C'est délibéré », murmura-t-elle. Presque comme si quelqu'un essayait de réparer ce qu'il avait cassé ou de composer quelque chose de nouveau à partir des ruines. Slack fronça les sourcils. « Ce qui veut dire quoi ?»« Cela signifie, dit-elle doucement, que le remords et la dissimulation vont souvent de pair.
Ils se dirigèrent vers la sacristie. Le policier ouvrit la porte et un courant d'air froid s'échappa, emportant avec lui l'odeur du papier humide et de la fumée de bougies. Sur le bureau se trouvait le registre de l'église, à moitié ouvert. Une seule page avait été déchirée proprement, laissant derrière elle un léger bord de fibre. Slack serra les lèvres. Eh bien, cela règle la question. Il cherchait quelque chose d'écrit. Mademoiselle Marple examina les restes. Un registre de quoi? Je me le demande. Des baptêmes, des mariages, ou peut-être des confessions d'un genre plus intime. Le colonel Bantry avait l'air perplexe. Vous ne suggérez tout de même pas que notre homme était à la recherche d'un document de l'Église. Il ne m'a pas donné l'impression d'être du genre clérical. Non, répondit doucement mademoiselle Marple. Mais le désespoir fait de nous tous d'étranges théologiens. Slack referma le registre d'un coup sec. Nous trouverons la page manquante, n'ayez crainte. Demain, je demanderai au sacristain de vérifier toutes les poubelles d'ici au presbytère. Le regard de mademoiselle Marple se porta à nouveau vers la fenêtre, où les éclats formaient un motif étrange sur le rebord. « Je pense, dit-elle doucement, que vous le trouverez peut-être déjà récupéré par quelqu'un qui n'a aucune envie de le détruire. » L'inspecteur la regarda d'un air soupçonneux. « Vous voulez dire quelqu'un du village? Qui d'autre? » répondit-elle. « Les visiteurs peuvent apporter des perturbations, inspecteur, mais les vrais méfaits commencent toujours à la maison. » Il marqua son accord d'un grognement réticent et commença à prendre des notes. Le colonel Bantry traîna les pieds. « Tout ça pour une fenêtre cassée, » marmonna-t-il. « Il me semble que la vérité est souvent la plus simple. L'homme est venu, a fait une scène et s'est enfui. » Mademoiselle Marple lui lança un regard empreint d'une patience presque maternelle. « Ah, colonel, la simplicité est en effet la vérité, une fois qu'on l'a examinée sous tous les angles erronés. » Alors qu'ils quittèrent dans l'église, le vent changea de direction. Il transportait un faible bruit métallique frappant la pierre, rapide et délibéré. Slack se retourna, levant sa lanterne vers le chemin derrière la sacristie. Là, à moitié cachée par les branches d'ifs, une silhouette était penchée sur quelque chose qui brillait dans l'herbe. Le faisceau ne captura qu'une main plus brillante, une manche, avant que la silhouette ne disparaisse dans l'ombre. « Arrêtez !» cria Slack en se précipitant. Ses pas résonnèrent sur les dalles humides, puis s'estompèrent au loin. Le colonel Bantry le suivit péniblement, se plaignant de ses chaussures. Mademoiselle Marple resta où elle était, regardant l'obscurité s'installer à nouveau. Le policier revint quelques minutes plus tard, haletant. « Je l'ai perdu, madame. Il a disparu par-dessus le mur en direction de la rivière. » Miss Marple acquiesça, le visage impassible. « Oui, dit-elle doucement. Il choisirait le chemin qui longe la rivière. C'est la seule issue possible, pour quelqu'un qui doit donner l'impression d'être parti, mais qui ne peut pas se permettre de vraiment s'en aller. » Elle s'approcha un peu plus de la haie d'ifs et baissa les yeux. Parmi l'herbe aplatie gisait un morceau de papier déchiré, humide et gondolé sur les bords. Elle se baissa prudemment et le ramassa à l'aide de son mouchoir. Une ligne d'encre délavée traversait le morceau de papier, formant un nom à moitié effacé. Tamper et Finchach, paroisse de St. Mary Mead. Son regard s'attarda un instant sur le morceau de papier et une ombre légère passa sur son visage. « Les apparences », murmura-t-elle en pliant le morceau de papier dans son gant. « Elles s'obstinent à nous dire ce que nous voulons croire. » Derrière elle, l'horloge de l'église commença à sonner minuit. Chaque coup résonna dans la nef comme un rappel d'un ordre depuis longtemps rompu. Et bien que le son se soit évanoui dans la brume, mademoiselle Marple ne pouvait s'empêcher de penser que quelque part, tout près, quelqu'un d'autre écoutait peut-être le même carillon, le comptant non pas en minutes, mais en chances restantes.
Le dernier coup de cloche de l'horloge de l'église s'évanouit dans le silence, tandis que mademoiselle Marple s'éloignait de la haie d'if, le bout de papier déchiré soigneusement replié dans son gant. La brume s'épaississait, du genre à adoucir les formes et à brouiller les distances, rendant la vérité poliment incertaine. Elle marcha lentement vers le presbytère, ses pas silencieux sur les pierres humides. Derrière elle, une lumière vacillait encore à la fenêtre de la sacristie, trop régulière pour être une bougie, trop faible pour appartenir à la loi. À l'intérieur du presbytère, l'inspecteur Slack attendait déjà, ses bottes laissant des traces de boue sur le tapis du hall. Il leva brusquement les yeux lorsqu'elle entra. « Vous vous promenez seule à cette heure-ci, mademoiselle Marple. Vous allez me donner un autre cadavre à expliquer. »« Oh, je suis déjà tout à fait responsable. Inspecteur, » répondit-elle aimablement en déboutonnant ses gants. De plus, le village à minuit est beaucoup moins inquiétant qu'il n'y paraît. C'est la conscience des gens qui fait le plus de bruit après la tombée de la nuit. Slack ricana. « Eh bien, la mienne m'occupe suffisamment. Nous avons trouvé 2 séries d'empreintes le long de la rive, l'une plus petite que l'autre. On dirait que quelqu'un a rencontré notre homme là-bas. Il pourrait s'agir d'un transfert ou d'une dispute. » Mademoiselle Marple s'assit près du feu. 2 personnes qui se rencontrent au bord de l'eau. Inspecteur, cela a un certain charme poétique, même si cela se termine rarement bien. Puis-je vous demander qui est censé avoir des pieds aussi petits? Il ouvrit son carnet. Une taille 36 ou 37, à en juger par l'empreinte. Ça pourrait être celle de mademoiselle Temple. Ça pourrait être celle de madame Hartnell. Pour autant que nous sachions, elle fouinait à nouveau autour de l'église avant l'aube. Elle adore arriver avant que la bienséance ne se réveille, murmura mademoiselle Marple. Lui avez-vous parlé? Elle dit qu'elle apportait des chrysanthèmes pour l'autel. Son ton donnait à cette explication des airs d'aveu. Elle prétend ne jamais s'être approchée de la sacristie. Mais ses chaussures étaient complètement trempées. Je les ai envoyées pour qu'elles soient analysées. Mademoiselle Marple semblait légèrement amusée. Je pense, inspecteur, que si madame Hartnell avait voulu dissimuler sa présence, elle l'aurait fait avec beaucoup plus de dentelle et moins de logique. Il lui lança un regard perçant. « Vous semblez très sûr de savoir qui est innocent. »« Oh, pas innocente, » dit-elle. « Simplement prévisible. Il y a une grande différence. » La porte s'ouvrit et Griselda entra, vêtue d'une robe de chambre en soie et pleine d'indignation morale. « Léonard est parti vérifier à nouveau l'église, » annonça-t-elle. Il ne pouvait pas se reposer tant qu'une lanterne brûlait encore dans la sacristie. Honnêtement, inspecteur, vous, les hommes, êtes tous incapables de laisser un mystère non résolu pendant la nuit. Slack marmonna quelque chose à propos de la procédure. Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. Le révérend a une conscience tendre, ma chère. C'est peut-être une bonne chose que quelqu'un croie encore que la foi peut réparer ce que la peur a brisé. Griselda s'assit à côté d'elle. J'ai croisé madame Price Ridley en montant à l'étage. Elle m'a dit que l'homme Finch avait été vu à la poste la semaine dernière, en train d'envoyer quelque chose en recommandé. Si c'est vrai, cela signifie qu'il avait tout planifié bien avant ce soir. « Ou quelqu'un veut nous le faire croire, » répondit Miss Marple. « La postière est douée pour juger les enveloppes, mais pas pour juger les intentions. » Slack fronça les sourcils. « Vous pensez qu'elle ment? Elle ne ment pas, inspecteur. Elle choisit simplement la vérité qui convient à son auditoire. C'est un art que la plupart des gens apprennent à l'âge mûr. » Il se frotta la mâchoire. « Vous suggérez que tout le village conspire pour me semer la confusion. » Elle lui adressa un sourire bienveillant. « Pas du tout. Ils préservent simplement leur dignité, ce qui est tout à fait différent. » Il soupira et referma son carnet. « Eh bien, je dirais qu'il y a quelque chose qui cloche, et ce ne sont pas seulement des ragots. Cette page du registre pourrait tout nous révéler si nous savions ce qu'elle contient. » Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le feu. Les flammes se reflétaient faiblement dans ses yeux, calmes
et contemplatif. Peut-être y était-il inscrit une union qui n'aurait jamais dû être bénie, dit-elle doucement, ou une union qui l'avait été et qui avait été regrettée par la suite. Slack sursauta. Un mariage? Entre qui? Oh, je ne devrais pas spéculer, dit-elle doucement. Les spéculations sont un réconfort trompeur, mais je me souviens que la jeune Elsie Temple avait chanté, les larmes aux yeux, lors d'une répétition de mariage qui n'était pas le sien. La tasse de thé de Griselda s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Vous ne voulez sûrement pas dire, mademoiselle Marple leva la main. Seulement que le passé n'est jamais aussi poli que dans nos souvenirs. Et parfois, ce que nous appelons le pardon n'est qu'une affaire inachevée. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Le feu crépita, projetant une étincelle qui vint se poser sur le tapis devant la cheminée. Slack l'écrasa avec irritation. « Nous aurons des réponses demain matin. J'envoie des hommes fouiller les berges dès l'aube. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Oui, la lumière a tendance à aggraver les choses avant de les éclaircir. » Griselda la regarda avec curiosité. « On dirait que vous savez déjà ce qu'elle va révéler. » Miss Marple sourit faiblement. « Oh, je sais seulement comment les gens se comportent quand ils pensent que personne ne les regarde. L'eau, voyez-vous, est un miroir très honnête qui montre ce que l'on souhaite cacher. » Elle se leva, ramassa son châle. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais me reposer les yeux avant l'aube. Il n'y a rien de plus à apprendre avant que le village ne se réveille et prenne conscience de ce qui s'est passé. » Slack la regarda partir, en marmonnant quelque chose à propos d'énigmes et d'aiguilles à tricoter. Mais Griselda resta les yeux fixés sur la silhouette de la vieille femme qui s'éloignait, mi-admirative, mi-inquiète. Dehors, le brouillard s'était à nouveau épaissi, enveloppant l'église et le presbytère dans une ombre informe. Du côté de la rivière, un léger clapotis se fit entendre, petit, délibéré, comme si quelque chose avait été jeté dans l'eau profonde. Mademoiselle Marple s'arrêta sur le chemin, la tête légèrement penchée, à l'écoute. La nuit ne lui donna aucune réponse, seulement le lent retour du silence. Pourtant, ses yeux se plissèrent, pensifs et tristes, comme si elle venait de se souvenir d'un schéma trop familier pour être ignoré. Le faible clapotis résonnait encore dans les oreilles de mademoiselle Marple lorsqu'elle atteignit son portail. Elle s'attarda, les doigts posés légèrement sur le loquet. L'air sentait vaguement le fer et la boue de la rivière, et sous le silence, elle perçut un autre son, le léger grincement d'une charnière, lointain mais délibéré. Ses yeux se tournèrent vers l'ancien hangar à bateaux, à moitié caché par des branches de saule qui pendaient comme des cheveux en bataille. Il n'avait pas été utilisé depuis l'époque où le colonel Bantry pratiquait l'aviron. Et pourtant, une fine ligne de lumière vacillait maintenant, à travers les fissures de sa porte. Elle resta parfaitement immobile, puis se mit à marcher, non pas rapidement, mais avec le calme patient de quelqu'un habitué à se déplacer sans être vu. Le chemin de gravier céda la place à de l'herbe humide, et des roseaux effleurèrent sa jupe. Lorsqu'elle fut assez proche, elle s'arrêta pour écouter. Une voix masculine, grave et pressante, flottait à travers les planches, rejointe par le ton plus aigu d'une femme. « Je t'ai dit d'attendre » siffla la femme. « Et je t'ai dit qu'il était trop tard » répondit l'homme. « Il pose des questions. Slack n'est pas aussi bête qu'il en a l'air. Idiot. S'ils le trouvent, ils ne le trouveront pas. Je l'ai jeté dans l'eau. Personne ne le saura jamais. » Miss Marple fit un pas de plus en prenant garde aux roseaux. Les voix se turent. Puis il y eut un mouvement rapide à l'intérieur, un grattement, le bruit sourd de quelque chose qui se refermait. La lumière s'éteignit. Elle recula de 2 pas, juste au moment où la porte s'ouvrait et où une silhouette apparaissait au clair de lune. C'était Madame Hartnell, dont l'assurance habituelle avait fait place à l'inquiétude. Derrière elle, la silhouette d'un homme se retirait dans l'ombre,
plus petit et plus large que Finch. « Oh !» s'écria Madame Hartnell. « Mademoiselle Marple, quelle heure pour se promener ?»« Ma chère, » dit Mademoiselle Marple doucement, « on pourrait en dire autant de vous. Quel endroit étrange pour des chrysanthèmes !» Madame Hartnell ouvrit la bouche, puis la referma. « Je cherchais ma broche. Je l'ai perdue au bazar. »« Dans le hangar à bateau ?» Le ton de Mademoiselle Marple était aimable, mais son regard était fixe. « Quelle initiative !» Madame Hartnell eut un petit rire nerveux qui ne parvint pas tout à fait à masquer son agitation. « Eh bien, on ne sait jamais où les choses peuvent se retrouver. Bonne nuit, Mademoiselle Marple. » Elle passa rapidement, ses chaussures faisant un léger bruit sur le chemin humide. Mademoiselle Marple la regarda jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans le brouillard, puis elle se retourna vers la porte sombre. Une légère odeur de tabac à pipe flottait dans l'air, bon marché, âcre, indéniablement masculine. À quelques mètres du seuil, quelque chose brillait faiblement dans la boue. Un bouton, noirci et lisse, du genre de ceux utilisés sur les imperméables de la police. Elle le ramassa délicatement. « Curieux, » murmura-t-elle. « L'inspecteur fume, mais pas ce type de tabac. » Quand elle rentra chez elle, l'horloge sur la cheminée indiquait 1h10. Elle posa le bouton à côté du morceau de registre déchiré, puis se servit une modeste tasse de chocolat chaud. La chaleur se répandit lentement dans ses mains, tandis que ses pensées s'organisaient comme des points de couture soignés. Deux voix, une confession de destruction, un mensonge sur des fleurs. Elle avait suffisamment entendu parler de la faiblesse humaine pour savoir que lorsque les gens conspirent, ils s'accordent rarement sur ce qu'ils cachent. Le matin arriva pâle et désordonné. Le brouillard s'accrochait obstinément aux haies, plongeant le monde dans des nuances de gris. À 8h30, l'inspecteur Slack était de retour à sa porte, d'humeur maussade. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-il sans préambule. « Un corps, pris dans les roseaux près de la passerelle. » Mademoiselle Marple acquiesça gravement. La rivière garde rarement ce qu'elle donne, inspecteur. C'est lui, en effet. Harold Finch. Blessure à la tête, probablement due à une chute ou à un coup. Pas d'arme pour l'instant, mais il y a une ecchymose sur sa tempe qui semble anormale. Et il sortit un morceau de velours détrempé d'une enveloppe scellée dans la poche de son manteau. La doublure de l'étui du poignard. Comme c'est soigné de sa part d'emporter un souvenir, dit-elle doucement. Ou de la part de quelqu'un d'autre de le placer là. Slack fronça les sourcils. Vous pensez qu'il ne s'est pas suicidé? Oh, je pense rarement en termes absolus. Mais l'autodestruction s'organise rarement de manière aussi pratique près d'un indice. Il se frotta les tempes. Vous avez des soupçons, je le vois. Écoutons-les. Miss Marple sourit. Pas encore, inspecteur. Mes soupçons sont comme des fleurs qui doivent éclore en leur temps. Mais j'aimerais quand même parler à nouveau à Miss Temple. La culpabilité et l'innocence ont toutes deux tendance à mûrir du jour au lendemain. Slack hésita. C'est là que je me rendais ensuite. Vous pouvez m'accompagner. La maison de la jeune fille se trouvait au bord du parc, ses rideaux tirés malgré la matinée maussade. Elsie ouvrit la porte lorsqu'ils frappèrent, les yeux rougis. « J'ai entendu les cloches, » murmura-t-elle. « Est-ce vrai? J'en ai bien peur, » répondit Slack. « Vous le connaissiez mieux que quiconque, mademoiselle Temple. Y a-t-il une raison pour laquelle il serait revenu à la rivière ?» Elle les regarda fixement, la voix vide. Il disait que l'eau efface le passé. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Mademoiselle Marple la regarda avec douceur. Peut-être souhaitait-il purifier ce qui ne pouvait être pardonné. Elsie tressaillit. Il n'était pas mauvais, mademoiselle Marple, juste fatigué. Il pensait que tout le monde s'était retourné contre lui. « Est-ce le cas ?» demanda Slack. Une larme coula sur sa joue. Certains d'entre eux.
Il disait que les gens ici le regardaient, comme s'il avait volé quelque chose de précieux. Mademoiselle Marple croisa les mains. Peut-être l'avait-il fait, ma chère. Pas de l'or, mais la paix de l'esprit. C'est un bien bien plus précieux. Les épaules de la jeune fille tremblaient. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Que ne voulais-tu pas? Insista Slack. Mais elle se contenta de secouer la tête et murmura. Tout est brisé maintenant, comme la fenêtre. Les yeux de mademoiselle Marple s'attardèrent sur elle, pensifs et tristes. Lorsqu'ils quittèrent le cottage, l'inspecteur murmura. Elle en sait plus qu'elle ne le dit. Oui, acquiesça doucement Miss Marple, et moins qu'elle ne le croit. Ils marchèrent en silence vers le green. Le brouillard se levait, révélant une faible lumière du soleil qui scintillait à travers le verre brisé de la fenêtre de l'église. Son ange endommagé brillait d'une couleur renouvelée, toujours aussi beau, mais changé, son expression mi-pitié, mi-accusation. Miss Marple le regarda, le regard contemplatif. Les apparences, murmura-t-elle, ont commencé à s'arranger. L'ange brisé scintillait encore faiblement dans la nouvelle lumière du matin, tandis que mademoiselle Marple s'attardait près de la porte du cimetière. Quelques villageois s'étaient rassemblés à proximité, le visage crispé, la voix baissée au murmure confidentiel qui accompagne à la fois les funérailles et les scandales. Elle pouvait sentir leur malaise se déplacer comme un courant sous l'air immobile. Le chagrin était acceptable à St. Mary Mead, mais le mystère ne l'était pas. Le mystère impliquait la connaissance, et la connaissance était une chose qu'il valait mieux laisser aux sermons et aux journaux. L'inspecteur Slack se tenait près du chemin qui longeait la rivière, figure d'une praticité agitée au milieu des chuchotements lugubres. Ces hommes écartaient les roseaux à l'aide de perches en bois, à la recherche de tout ce que l'eau pouvait encore dissimuler. Il aperçut mademoiselle Marple et lui fit signe d'un geste las. « Bonjour, madame, dit-il. Vous êtes au courant, je suppose. Mort comme un dimanche après-midi, et plus froid encore. Pauvre homme, dit-elle doucement. La mort choisit rarement le moment opportun. Slack fronça les sourcils. L'opportunité n'a rien à voir là-dedans. Quelqu'un l'a frappé, c'est clair maintenant. Le médecin dit que la contusion ne provient pas d'une chute. Un objet contondant, petit et lisse, comme une pierre ou la base d'un chandelier. Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur la porte de l'église. Comme c'est intéressant. Les chandeliers, vous savez, sont des objets terriblement polyvalents. Ils éclairent les fidèles et assomment les coupables avec la même indifférence. Slack grogna. « Vous avez le don de tout rendre pire. Je vais faire fouiller les lieux à nouveau. Si Finch a été frappé là-bas, quelqu'un a nettoyé après coup. » Alors qu'il parlait, le colonel Bantry apparut, son manteau en tweed mouillé par la pluie. « Je viens de voir madame Hartnell, » annonça-t-il. « Elle prétend avoir passé la moitié de la nuit à prier pour la pauvre fille. » Entre nous, elle semblait plus effrayée que pieuse. L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit. « La prière, colonel, est souvent un nom respectable pour désigner le regret. » Bantry cligna des yeux. « Vous pensez qu'elle est impliquée? »« Peut-être seulement en silence, » répondit-elle. « Mais le silence, comme nous le savons, peut être aussi tranchant qu'un poignard. » Slack marmonna. « Elle cache quelque chose. Quand je lui ai posé des questions sur le hangar à bateau, elle a failli laisser tomber sa tasse de thé. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Et quelle explication a-t-elle donnée? » Elle a dit qu'elle était descendue là-bas pour chercher sa broche perdue. « Ah oui, » dit mademoiselle Marple avec un petit sourire. « Le genre de broche qui se perd dans les enchevêtrements moraux plutôt que dans les tapis. » Ils traversèrent vers la rive où les roseaux tremblaient encore. Le policier brandit un morceau de tissu détrempé, de la laine sombre, déchirée, avec une légère trace de fil doré le long de l'ourlet. Slack l'examina. On dirait la doublure d'un manteau.
Ça pourrait appartenir à Finch. Miss Marple le prit délicatement, ses doigts gantés touchant le bord. Du fil doré, dites-vous? C'est inhabituel dans un manteau de musicien inspecteur, mais assez courant dans les robes de chorale. Slack cligna des yeux. Que suggérez-vous? Ah, rien du tout. Seulement que les vêtements, comme les gens, sont souvent portés par ceux que l'on attend le moins. De l'autre côté du champ, Griselda Clément se précipita vers eux, son chapeau de travers et sa gaieté habituelle, en sourdine. Mademoiselle Marple, inspecteur. Léonard m'a demandé de venir vous chercher. Il y a eu une découverte dans l'église. Ils la suivirent rapidement à travers le portail, leurs chaussures pataugeant dans la boue sur le chemin humide. À l'intérieur, le révérend Clément se tenait près de la balustrade de l'autel, pâle et inquiet. Sur le sol, devant lui, gisait un petit paquet enveloppé dans un mouchoir. « Je l'ai trouvé derrière la chaire, » dit-il. « Il a dû être caché là pendant le bazar. » Slack s'accroupit et déplia le tissu. À l'intérieur se trouvait un petit livre de prière, relié en cuir usé. Entre ses pages, aplaties, se trouvait la feuille manquante du registre de l'église. L'encre était légèrement estompée, mais les noms étaient encore lisibles. Harold Finch et Elsie Temple, mariés. Église paroissiale, St. Mary Mead. Le silence qui suivit sembla amplifier l'écho de l'église elle-même. Griselda eut un petit cri étouffé. Slack jeta un regard vers mademoiselle Marple, qui observait le papier avec un calme presque triste. « Ils étaient donc mariés, » dit-il finalement. « Pourquoi le cacher ?» Le ton de mademoiselle Marple était doux, mais grave. « Parce que, inspecteur, certaines unions sont moins sacrées qu'elles ne le paraissent, et certains vœux sont mieux murmurés qu'énoncés à haute voix. » Le visage du révérend Clément était devenu tout pâle. « Ils sont venus me voir en juin, » murmura-t-il. « Ils m'ont dit qu'ils souhaitaient que cela reste secret jusqu'à l'automne. J'ai supposé qu'il s'agissait simplement d'une question de convenance. Je n'aurais jamais imaginé. » Griselda posa une main sur son bras. « Vous ne pouviez pas le savoir, Léonard. »« Non, » dit Miss Marple doucement. « Mais quelqu'un d'autre le savait. Quelqu'un qui comprenait que le secret peut se transformer du jour au lendemain de bouclier en arme. » Slack se redressa, le papier dans sa main tremblant légèrement. Si cela avait été caché ici, alors celui qui avait tué Finch voulait le détruire et avait changé d'avis. Pourquoi? Peut-être, dit mademoiselle Marple, parce que la destruction aurait été une confession trop honnête. Dehors, la cloche sonna une fois, lourdement et lentement. Slack regarda vers la porte. « Je vais apporter cela au poste. Si mademoiselle Temple savait qu'ils étaient mariés, elle devra le faire. » Alors qu'il sortait à grands pas, Griselda se tourna vers mademoiselle Marple. « Vous pensez qu'elle ne savait pas, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple leva les yeux vers la fenêtre brisée, où la lumière éclairait le visage fracturé de l'ange. « Je pense, ma chère, que la vérité est souvent comme un vitrail. Les gens ne voient que l'éclair, jamais que les couleurs qu'ils souhaitent voir, jamais les fissures qui se cachent dessous. » Le vicaire se signa distraitement. « Pensez-vous que nous avons découvert le pire, mademoiselle Marple ?» Elle esquissa un petit sourire mélancolique. « Oh, je crains que non. Nous n'avons trouvé que le motif. Le sens, révérend, se trouve toujours dans la pièce manquante. » Dehors, le brouillard s'éclaircissait pour former un voile pâle au-dessus de la verdure. Pourtant, alors que mademoiselle Marple sortait dans la lumière, elle s'arrêta, quelque chose ayant attiré son attention sur le mur du cimetière, une légère trace de poussière dorée, scintillant contre la pierre, comme si elle avait été brossée à la hâte d'un tissu dissimulé. Son visage changea légèrement, non pas de surprise, mais de reconnaissance. La lueur de la poussière dorée sur le mur reflétait juste assez le soleil pour trahir son origine. Mademoiselle Marple se pencha,
plissant les yeux dans un silence concentré. Une légère marque sous une petite traînée de cire rouge lui indiqua que le tissu qu'il avait effleuré avait été manipulé récemment et qu'il ne s'agissait pas de poussière provenant d'anciens vêtements liturgiques. Elle toucha légèrement le mur, puis jeta un coup d'œil vers le porche, où le révérend Clément parlait à voix basse à l'inspecteur Slack, qui était revenu du poste de police, visiblement agité. Slack leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. « Nous avons eu des nouvelles de Melchester, » dit-il sèchement. Finch avait déjà des ennuis là-bas. Une accusation de vol avait été rejetée faute de preuves. Il avait quitté la ville le lendemain. Il semblait avoir emporté plus que son violon lorsqu'il était parti. L'expression de Mademoiselle Marple resta impassible. Un homme qui vole par nécessité est pitoyable. Un homme qui vole par orgueil est dangereux. La différence est rarement remarquée avant qu'il ne soit trop tard. Slack soupira en passant la main sur le bord de son chapeau. « Je l'admets, mademoiselle Marple, cette affaire me laisse perplexe. Si Finch et mademoiselle Temple étaient un homme marié, pourquoi le cacher? Et qui aurait intérêt à sa mort? » La jeune fille est presque sans ressources. « La culpabilité et le gain, dit mademoiselle Marple d'un ton doux, vont rarement de pair. Parfois, on tue pour empêcher les gens respectables de découvrir la vérité qu'ils soupçonnent déjà. » Le révérend Clément s'éclaircit la gorge. « Vous parlez par énigme, mademoiselle Marple. Suggérez-vous que quelqu'un ici souhaitait dissimuler son lien avec le pauvre garçon? » Elle sourit faiblement. « Pas dissimuler, révérend. Préserver. La différence, encore une fois, est une question d'apparence. » Slack fit un bruit dédaigneux. « Les apparences ne feront condamner personne. Je vais recueillir les dépositions des membres de la chorale cet après-midi, de tous ceux qui ont récemment utilisé ces robes. » « Excellente idée, » dit-elle en le regardant s'éloigner à grands pas. « N'oubliez pas, inspecteur, que les gens mentent plus facilement lorsqu'ils croient défendre la vérité. » Le vicaire la regarda, avec une légère perplexité. « Vous pensez vraiment que l'un de nos paroissiens, mon cher Léonard, l'interrompit-elle doucement, on peut vivre aux côtés de la vertu pendant des décennies sans remarquer la pourriture sous le papier peint. C'est ce qui rend les petits endroits si remarquablement instructifs. » Une fine bruine se remit à tomber, obscurcissant la fragile lumière du soleil. Mademoiselle Marple tourna son visage vers elle, baissant la voix. « Il y a ici quelqu'un qui était au courant de ce mariage, avant que la page du registre ne soit cachée. Quelqu'un qui pensait que sa révélation détruirait plus que sa réputation. » Elle quitta alors le cimetière et marcha lentement vers le green. Le calme du matin avait laissé place à des volets cassés, entr'ouverts, et des rideaux qui bougeaient à son passage. Madame Price Ridley sortit de chez elle avec l'air de quelqu'un déterminé à apporter du réconfort dans des conditions strictement réglementées. « Ma chère mademoiselle Marple, dit-elle, essoufflée, j'allais justement vous voir. Quelle affaire terrible! Pauvre Elsie, on ne peut s'empêcher de penser qu'elle ne se remariera jamais. Mais c'est peut-être aussi bien ainsi. » Mademoiselle Marple lui adressa un sourire bienveillant. Une tragédie vide quelque peu l'agenda, n'est-ce pas? Madame Price Ridley eut l'air momentanément perplexe. « Pardon? Oh, ce n'est rien, » répondit mademoiselle Marple d'un ton léger. « Dites-moi, avez-vous remarqué si madame Hartnell était chez elle ce matin? » La femme hésita juste assez longtemps. « Mais oui, bien sûr. J'ai vu ses rideaux tirés à 8 heures. Elle m'a dit qu'elle était complètement bouleversée. Elle ne sortirait pas tant que ses nerfs ne se seraient pas calmés. Les nerfs peuvent être très sélectifs dans leur timing, » murmura mademoiselle Marple. « Surtout quand on a passé une nuit difficile. » Madame Price Ridley se pencha vers elle. « Vous êtes donc au courant de sa dispute avec le colonel Bantry hier soir? » Mademoiselle Marple haussa délicatement les sourcils. « Une dispute? Oh oui, juste devant l'église, après que tout le monde soit rentré chez soi.
Il l'a accusée de répandre des rumeurs sur son jardinier, et elle lui a répondu qu'il ferait mieux de s'occuper de ses propres péchés. Une scène mémorable, je vous assure. Très animée, dit mademoiselle Marple, d'un ton presque approbateur. Et à quelle heure cette altercation a-t-elle eu lieu? Madame Price Ridley fronça les sourcils, incertaine. Oh, vers 10h30 peut-être. J'ai vu que les lanternes étaient encore allumées. En effet, dit mademoiselle Marple doucement. 10h30. C'était juste avant que l'inspecteur Slack ne revienne de sa première perquisition. Quand elle arriva à son cottage, elle trouva une petite enveloppe glissée sous sa porte, sans nom, sans écriture, seulement une légère tache d'encre, là où des doigts humides avaient appuyé trop fort. À l'intérieur se trouvait une photo déchirée d'une jeune Elsie Temple, aux côtés d'Harold Finch, souriant sous une marquise de théâtre. Mais entre eux se tenait une troisième personne, à peine visible, légèrement tournée sur le côté, une femme portant une broche distinctive en forme de croix dorée de lys. Mademoiselle Marple la tint devant la fenêtre. Même floue, la broche brillait de 1000 feux. « Ah !» murmura-t-elle. « Les chrysanthèmes fleurissent donc plus tôt que prévu. » Dehors, la bruine s'intensifiait pour devenir une véritable pluie qui tambourinait doucement sur les vitres. Mademoiselle Marple replia la photo dans son enveloppe et la posa à côté du bouton et du morceau de page du registre. 3 petits indices, chacun plus éloquent que les mots. Le rythme de la tromperie, pensa-t-elle, est toujours domestique, caché sous la gentillesse, intégré dans le rituel et scellé par la peur. Elle s'assit près du feu et prit son tricot. La laine se déroulait régulièrement entre ses doigts, tandis que son esprit parcourait le schéma qu'elle était en train de construire, fait d'opportunités, de panique, de culpabilité déguisée en devoir. Quelque part dans ce schéma se trouvait la main qui avait porté le coup, et elle pouvait maintenant la sentir, faiblement mais sûrement, serrer le dernier fil. On frappa à la porte. Pas précipitamment, mais mesurément, comme si la personne qui frappait craignait à la fois de déranger et d'être découverte. Mademoiselle Marple leva les yeux, l'air serein, ses aiguilles suspendues à mi-chemin. « Entrez », dit-elle doucement. Le loquet tourna. La porte s'ouvrit avec un léger clic et Madame Hartnell entra, serrant un mouchoir humide dans ses 2 mains. Sa confiance habituelle avait disparu, son visage semblait tiré, ses yeux cernés par le manque de sommeil. Mademoiselle Marple, sans se lever, lui indiqua gentiment la chaise en face d'elle. « Ma chère Madame Hartnell », dit-elle avec une chaleur tranquille, « quelle heure réfléchie pour une visite ?» La femme hésita, jetant un coup d'œil vers la fenêtre masquée par un rideau. « Je ne pouvais pas dormir. J'ai pensé que vous comprendriez. » Mademoiselle Marple inclina la tête. En effet, d'une manière générale, la nuit a tendance à forcer la conscience à dialoguer avec elle-même. Madame Hartnell s'assit brusquement. « Je ne l'ai pas tué, » dit-elle, presque avant d'avoir repris son souffle. « Je vous le jure, mademoiselle Marple, je ne l'ai pas tué. Je voulais seulement lui faire peur. » Les aiguilles à tricoter de mademoiselle Marple s'arrêtèrent en plein mouvement. « Lui faire peur ?» Il la faisait chanter, murmura madame Hartnell en tordant son mouchoir. « Cette pauvre Elsie. Je l'ai su dès le début. Je les ai vus se disputer près de la porte de la sacristie jeudi. Il a dit qu'il montrerait à tout le monde ce qu'elle avait fait si elle ne le payait pas. Quelle perspicacité de votre part d'avoir si bien entendu, dit doucement mademoiselle Marple, étant donné que vous assistiez à la répétition de la chorale à ce moment-là. » La femme rougit. « Je suis peut-être sortie prendre l'air. » Bien sûr, l'air améliore souvent l'ouïe. La voix de madame Hartnell s'éleva, agitée. « Vous ne comprenez pas. Je pensais aider. Je l'ai suivi ce soir-là après le bazar. Je voulais seulement lui dire qu'il devait quitter le village, que nous garderions tous le silence s'il partait. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit, mais son ton resta calme.
Et il a accepté? Il s'est moqué de moi. Il a dit que je n'étais pas meilleur que les autres. Il avait ce ton que les hommes utilisent quand ils pensent connaître vos secrets. Sa voix tremblait. Alors j'ai pris un des bougeoirs en laiton juste pour le faire arrêter. Il l'a attrapé. Nous nous sommes battus. Puis il s'est enfui. Je jure que je ne l'ai plus jamais touché après ça. Mademoiselle Marple posa son tricot, l'air légèrement attristé. Et pourtant, il a fini dans la rivière. Madame Hartnell enfouit son visage dans ses mains. Je voulais seulement protéger la jeune fille. Vous savez comment sont les gens d'ici, comment ils parlent. Elle aurait été ruinée si cela s'était su. Ah, dit doucement mademoiselle Marple, et la respectabilité, comme la charité, commence chez soi. Les sanglots de la femme remplissaient le petit salon. Dehors, la pluie s'était transformée en une fine bruine qui tapotait doucement sur la vitre. Mademoiselle Marple attendit que le bruit se stabilise avant de reprendre la parole. « Dites-moi, ma chère, lorsque vous vous êtes débattue avec M. Finch, portait-il son manteau ?» Madame Hartnell acquiesça. « Oui, le gris, avec des fils dorés sur le col. » Elle cligna des yeux, surprise. « Oui, en effet. Comment le savez-vous » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Parce que vous avez effleuré le mur de l'église après coup. La poussière dorée laisse des traces tenaces. » Le visage de la femme pâlit. « Alors vous allez le dire à l'inspecteur Slack. »« Non, » l'interrompit doucement mademoiselle Marple. « Pas encore. Il a déjà assez d'éléments pour le troubler. Mais vous devez me répondre à une autre question. Avez-vous vu quelqu'un d'autre près de la sacristie avant de partir ?» Madame Hartnell hésita. Il y avait du mouvement derrière l'autel. J'ai cru que c'était mon imagination. « L'imagination, » murmura mademoiselle Marple. C'est le nom que nous donnons à la vérité avant qu'elle ne prenne forme. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, écartant légèrement le rideau. Le brouillard s'était suffisamment dissipé pour révéler le clocher de l'église, dont la cloche était silencieuse, mais dont l'ombre se détachait nettement sur le ciel. « Madame Hartnell, » dit-elle sans se retourner, « vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Mais ne parlez pas de cela, même à votre conscience. Je pense que le bon inspecteur aura sa propre visiteuse dans l'après-midi. » Madame Hartnell se leva, tremblante. « Vous me croyez, alors ? Je crois que vous avez agi avec les meilleures intentions, qui sont toujours les plus dangereuses. » Après son départ, la maison retomba dans le silence. Mademoiselle Marple retourna s'asseoir, ses aiguilles se remettant à bouger, leur cliquetis rythmique faisant écho à la calme précision de ses pensées. Un chantage, un mariage brisé, une femme effrayée. Autant de fils qui n'étaient pas encore suffisamment tissés pour former un motif. Et pourtant, quelque chose dans cette trame semblait ne pas aller. Ce n'était pas la culpabilité de madame Hartnell qui la troublait, mais le fait que sa peur était tournée vers l'intérieur et non vers l'extérieur. L'horloge sur la cheminée sonna 11 heures. Un instant plus tard, on frappa à nouveau à la porte, plus fermement cette fois, de manière officielle. L'inspecteur Slack entra sans cérémonie, le visage rouge d'humidité et d'irritation. « J'ai eu assez de surprises pour une matinée, » dit-il. « La jeune fille a disparu. Sa mère dit qu'elle est partie avant le petit déjeuner, prétextant aller se confesser. » Mademoiselle Marple leva les yeux doucement. « Quelle piété de sa part, inspecteur. » Bien que les confessions, comme les crimes, aient tendance à se produire là où on s'y attend le moins. Slack fronça les sourcils. Si elle est coupable, elle n'ira pas loin. J'ai demandé à des agents de contrôler toutes les routes menant à Melchester. Vous devriez peut-être chercher plus près de chez vous, dit mademoiselle Marple, l'air pensif. Quand on a trahi la confiance, inspecteur, le premier réflexe n'est pas de fuir, mais de se cacher parmi les ruines. Il la regarda d'un air perplexe. « Que voulez-vous dire ?» Elle sourit faiblement, d'un ton presque aimable. « Je veux dire que la culpabilité, cher inspecteur, quitte rarement l'endroit où elle a appris à s'agenouiller. » L'inspecteur Slack se tenait près de la fenêtre,
l'air indécis, tapotant son carnet contre sa paume, tandis que mademoiselle Marple lui versait du thé avec le calme de quelqu'un qui sert dans un salon plutôt qu'au milieu d'une enquête sur un meurtre. La phrase qu'elle venait de prononcer lui trottait encore dans la tête, lourde comme l'encens d'une église. Il fronça les sourcils en direction du clocher de l'église visible derrière la vitre embuée. « Se cacher parmi les ruines », marmonna-t-il. « Vous pensez qu'elle est toujours à St. Mary Mead ?» Mademoiselle Marple lui tendit sa tasse. « Oh, tout à fait. Les gens fuient rarement le jugement avant d'être convaincus qu'ils le méritent. Il faut du temps pour arriver à cette conclusion. » Il lui lança un regard perçant. « Vous dites qu'elle va se rendre. »« Je dis, » répondit-elle en s'installant, dans son fauteuil, que la conscience est bien plus efficace que n'importe quel policier. Mais un peu moins ponctuelle. Slack grimaça. « Je vais quand même demander aux hommes de fouiller l'église. » Elle aimait cet endroit où elle répétait les hymnes, même quand personne ne l'écoutait. Elle n'était pas la seule, dit doucement mademoiselle Marple. La musique est un excellent camouflage. Elle emplit l'air, afin que l'on n'entende pas la vérité arriver. Il la fixa du regard, comme s'il se demandait si elle voulait l'aider ou le tourmenter. « Vous avez une façon poétique de vous exprimer, mademoiselle Marple, mais je m'occupe de faits. »« En effet, » dit-elle doucement. « Et pourtant, les faits, comme les notes sur une portée, n'ont aucun sens tant que l'on n'entend pas leur arrangement. » Il poussa un soupir et sortit à grands pas, marmonnant quelque chose à propos des mystiques en cardigan. Mademoiselle Marple attendit un instant, puis se leva, enroula son châle autour de ses épaules et le suivit. Le matin était complètement levé, la pâle lumière du soleil se répandait faiblement sur la verdure. Elle marcha vers l'église, sa petite silhouette déterminée, le cliquetis de sa canne marquant le rythme de ses pensées. La porte de l'église était entr'ouverte. À l'intérieur, l'air était frais et légèrement parfumé par les lys provenant des restes du bazar. Elle s'arrêta juste à l'entrée, laissant ses yeux s'habituer à la lumière. Des grains de poussière tournaient lentement dans les rayons de lumière provenant de la fenêtre brisée, la blessure de l'ange désormais auréolée d'or. Quelque part près de l'avant, elle entendit un léger bruissement. Ce n'était ni le vent, ni le craquement du bois, mais le bruit d'une respiration rapidement inspirée et retenue. Mademoiselle Temple. Sa voix, douce et précise, ne contenait aucune accusation. Une pause. Puis, derrière la chaire, une petite silhouette s'avança, le manteau trempé, le visage pâle. Elsie Temple semblait sculptée dans le regret. « Je ne voulais pas, » murmura-t-elle. « Je voulais seulement que cela cesse. » Mademoiselle Marple ne s'approcha pas. « Que vouliez-vous faire cesser, ma chère ?»« La honte, » répondit Elsie, les mains tremblantes. « Il n'était pas méchant au début. Mais après notre mariage, il a dit que je lui devais quelque chose. Il avait besoin d'argent, disait-il. Et quand j'ai refusé, il a trouvé quelqu'un d'autre qui l'écouterait. Madame Hartnell. Elle croyait qu'elle me sauvait. » L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit, mais son regard resta vigilant. « Et quand il vous a de nouveau menacé ?» La voix d'Elsie se brisa. J'ai essayé de le raisonner. Il a ri et a dit qu'il le raconterait à tout le monde. J'ai pris le poignard pour lui faire peur, juste pour lui montrer que je n'étais pas sans défense. Mais il l'a retourné contre moi et m'a traité de menteuse. Je l'ai lâché et je me suis enfui. Puis quelqu'un s'est approché derrière lui. J'ai entendu le coup. Quand je me suis retourné, il était à terre. Le regard de mademoiselle Marple s'est brièvement posé sur le sol en marbre, comme si elle pouvait voir le motif de cette nuit-là se dessiner faiblement dans la poussière. « Et vous avez vu qui l'a frappé ?» Elsie secoua violemment la tête. « Non, juste le mouvement. Une ombre. J'ai pensé que c'était l'inspecteur qu'il cherchait dans les environs. Mais ensuite, j'ai découvert que la page déchirée avait disparu. J'ai pensé qu'il croirait que c'était moi qui avais fait ça.
Et vous vous êtes caché ?» Elle acquiesça tristement. « Je suis revenue ici pour prier. Je ne savais pas où aller d'autre. » Miss Marple la regarda calmement. N'est-il pas curieux de voir à quel point les gens cherchent souvent refuge dans les lieux mêmes où ils commettent leurs péchés? Pourtant, les églises ont toujours été des lieux de pardon, même si elles ne sont pas toujours bienveillantes. Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. « Pensez-vous qu'ils me croiront? L'inspecteur Slack croira ce qu'il pourra prouver, » dit gentiment Miss Marple. « Mais les preuves, d'après mon expérience, ne racontent que rarement toute l'histoire. » Des pas lourds et déterminés résonnèrent depuis l'entrée. Slack entra, suivi de 2 agents. « Vous voilà, » dit-il d'une voix plus dure. « Mademoiselle Temple, je vais devoir vous demander de nous suivre. » Elle commença à protester, mais Mademoiselle Marple se leva et posa doucement une main sur son bras. « Allez avec lui, ma chère. La vérité avancera plus vite si elle est accompagnée. » Slack jeta un regard entre elles deux. « Vous saviez qu'elle était ici. »« Je m'en doutais, » répondit Mademoiselle Marple sereinement. « Vous voyez, la culpabilité est comme l'eau. Elle retourne toujours au plus profond de nous-mêmes. Et Mademoiselle Temple se tient dans cette mare depuis un certain temps. » Il hésita, puis fit signe aux agents. « Emmenez-la au poste, mais avec douceur. » Alors qu'il partait, Mademoiselle Marple regarda une fois de plus vers la fenêtre. Le visage fracturé de l'ange capta un prisme de lumière, le dispersant sur les bancs. Les couleurs changeaient légèrement sur le sol. Cramoisi, or, puis vert pâle, comme les teintes de la confession, du péché et de la fragile absolution. Elle pensa aux mains tremblantes de Madame Hartnell, aux boutons trouvés dans le hangar à bateau, à l'ombre qui avait bougé lorsque la jeune fille s'était enfuie. Dehors, la cloche de l'église se mit à sonner midi, lentement et délibérément. Slack s'arrêta sur le seuil. « Vous cachez quelque chose, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Seulement de la patience, inspecteur. C'est la vertu la plus rare dans les enquêtes. » Il fronça les sourcils, mais la laissa là, parmi les échos des cloches. Seule à nouveau, Mademoiselle Marple prit place sur le 3e banc, ses doigts effleurant le bois lisse. L'air était à nouveau immobile, trop parfait, trop répété. Quelque part, elle pouvait presque entendre le souffle faible et étouffé de quelqu'un d'autre, qui n'avait pas encore quitté les lieux. Une présence qui attendait, ne sachant pas si elle devait parler ou disparaître. Elle leva les yeux vers la porte de la sacristie. La porte de la sacristie se referma en grinçant derrière les agents, laissant Mademoiselle Marple seule une fois de plus dans l'air frais et légèrement parfumé de l'église. Elle s'installa sur le 3e banc, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. L'ange brisé au-dessus d'elle semblait l'observer, ses vitraux rouges et dorés captant la lumière comme la chaleur persistante d'une confession. Elle prit une inspiration et laissa son esprit passer en revue la séquence des événements. Chaque ombre, chaque geste, chaque mot chuchoté, jusqu'à ce que le déroulement de la soirée se dévoile devant elle, comme une tapisserie de la fragilité humaine. Des pas résonnèrent doucement dans l'allée. Mademoiselle Marple ne se leva pas immédiatement, laissant le son se faire pleinement entendre. Une silhouette apparut au fond, hésitante et petite. Elsie Temple. Son manteau était humide, ses mains crispées. Elle était revenue sous prétexte de récupérer son chapeau, mais son regard en disait long. Mademoiselle Marple inclina la tête. « Vous êtes revenue, » observa-t-elle doucement. « Tant mieux. Il vaut mieux affronter la vérité là où elle se trouve, plutôt que d'errer dans l'ombre. » Elsie déglutit. « Je ne sais pas ce qui va m'arriver, » murmura-t-elle. « Peut-être rien, » répondit Mademoiselle Marple. « Ou peut-être quelque chose que vous ne comprendrez qu'avec le recul. Quoi qu'il en soit, nous devons parler franchement maintenant. » Elles s'assirent ensemble, et Mademoiselle Marple commença à raconter ce qu'elle avait observé dans le cimetière.
la poussière dorée, le bouton égaré, la page déchirée et les traces de mouvement près de la chair. Chaque détail était une note dans une symphonie d'intentions, certaines mal avisées, d'autres délibérées, mais toutes lourdes de secrets. « Vous voyez, dit-elle, quelqu'un souhaitait que ce mariage soit caché, pas seulement par honte, mais pour avoir un moyen de pression. Après tout, les secrets sont souvent utilisés pour contrôler non seulement les innocents, mais aussi ceux qui souhaitent en paraître innocents. » Elsie écarquilla les yeux. Mais qui aurait pu faire cela? Je veux dire, qui aurait voulu sa mort? Miss Marple la regarda fixement. Quelqu'un qui comprenait son tempérament et sa capacité à effrayer, et qui pensait que les conséquences d'une révélation seraient plus dommageables qu'un simple décès. La jeune fille frissonna. Au début, j'ai pensé que c'était lui. J'ai pensé que j'avais tout causé en laissant tomber le poignard. Non, dit doucement mademoiselle Marple. Vous avez seulement agi dans la panique immédiate de la peur. Celui qui a frappé Harold Finch a agi avec un calme déterminé, utilisant l'agitation pour dissimuler un coup final et décisif. Elle se leva, le regard levé vers l'ange brisé. Observez, ma chère, les apparences sont trompeuses. Le verre brisé, les éclats éparpillés, même les gestes dramatiques de peur étaient autant de distractions, destinées à induire en erreur tout observateur occasionnel, y compris l'inspecteur. Elsie respira plus rapidement. Puis, Madame Hartnell. « Pas tout à fait, » intervint mademoiselle Marple. « Madame Hartnell a agi avec de bonnes intentions, même si elle a mal jugé la situation. La personne qui a tué Finch comprenait mieux que quiconque le village et sa propension au secret. Elle a utilisé la certitude morale de Madame Hartnell, votre peur et les rituels du village comme scène. »« Le bouton ?» demanda Elsie. « Et la poussière dorée ?» Mademoiselle Marple acquiesça. Les deux étaient délibérés. Le bouton a trompé l'inspecteur Slack pendant un instant. La poussière dorée a confirmé la proximité et l'implication sans nommer l'acteur. Observez comment même les petits indices ont une double signification. Ils ne révèlent la vérité que s'ils sont interprétés avec soin. Elle s'avança vers la chaire, effleurant le bois usé. Maintenant, considérez la succession des événements. La lutte que vous avez décrite, le poignard tombé, la fuite apparente. Quelqu'un avait anticipé chaque réaction. Il comptait sur votre absence du hangar à bateau, sur votre impulsion à fuir, sur le timing de la recherche de Slack. Cette personne était déjà là, observant, attendant, confiante dans sa compréhension des habitudes du village. Elsie porta les mains à sa bouche. Cela ne pouvait pas être. Miss Marple sourit faiblement, un minuscule pli de triomphe apparaissant sur son visage serein. C'était précisément la personne que vous redoutiez, et précisément celle que personne ne soupçonnait. Quelqu'un qui connaissait intimement le tempérament d'Harold Finch et les affaires privées de St. Mary Mead. Elsie murmura. « Madame Hartnell ?»« Non, » répondit mademoiselle Marple. « Madame Hartnell n'a pas tué. Elle a agi par peur et par instinct de protection envers vous. Le meurtrier, écoutez bien, était la personne qui craignait le plus d'être démasquée, qui avait tout à perdre si Finch survivait. Quelqu'un dont la respectabilité, c'est le contrôle sur les apparences, dépendait de l'élimination d'un seul témoin gênant. La jeune fille eut un léger hoquet de surprise, mais mademoiselle Marple se tourna vers elle. Regardez le sol de la chapelle, la disposition des éclats, la traînée de poussière dorée. Tout cela pointe vers la sacristie, où le coupable s'était caché, attendant son heure. C'est lui qui l'a frappé, pas vous, pas Madame Hartnell, pas même Monsieur Finch lui-même. Tout le reste n'était que diversion. Un faible bruit de pas se rapprocha. Peut-être Slack, ou la réverbération de la vie du village qui se pressait contre les murs de l'église. Mademoiselle Marple croisa à nouveau les mains. « Les apparences sont un artifice, » murmura-t-elle. La vérité est plus discrète. Elle se révèle souvent dans un geste, une hésitation,
le moindre est décalage par rapport à ce à quoi on s'attendait. Ceux qui comprennent ce schéma peuvent se manipuler ou protéger selon leur choix. Les lèvres d'Elsie tremblaient. « Je comprends maintenant. Ce n'était pas moi. »« Non, ma chère, cela n'a jamais été le cas. » Mademoiselle Marple tendit la main et lui toucha légèrement la main. C'était quelqu'un qui se croyait plus intelligent que le village lui-même. Et l'intelligence, comme nous le savons, est souvent une chose fragile. Depuis l'allée, la voix de Slack appelait la jeune fille à rendre des comptes. Elle se leva, se ressaisit et le suivit, laissant mademoiselle Marple seule dans l'air immobile de l'église. Elle regarda une fois de plus l'ange brisé, dont les vitres rouges et dorées reflétaient désormais la lumière du matin dans un motif sobre et réfléchissant. Le verre était toujours brisé, les éclats toujours éparpillés, mais la vérité, enfin, se trouvait entre eux. Miss Marple se rassit sur le troisième banc, les mains posées sur ses genoux. Dehors, le village continuait à vivre à son rythme habituel, inconscient de toute l'histoire de peur, de secrets et de fragilité humaine qui s'était déroulée entre ces murs. Elle s'autorisa un sourire tranquille de satisfaction mélancolique. Les apparences pouvaient être trompeuses, mais le motif, une fois discerné, ne trompait jamais.